Bonjour et bienvenue à la capsule éducative intitulée Rester actif. Je m'appelle Adèle Visqueno, je suis physiothérapeute à l'hôpital juif de réadaptation de Laval et je vais vous accompagner à travers la présentation. Nous allons commencer avec les objectifs de la présentation. En premier lieu, nous voulons connaître les bénéfices de rester actif. Nous allons aborder les avantages de l'activité physique et discuter des désavantages de l'inactivité. Ensuite, nous allons parler des obstacles rencontrés par rapport à rester actif. Je suis certaine que vous pouvez déjà en passer de quelques-uns. Et finalement, nous allons discuter de la planification et l'intégration d'une activité physique. Mais avant tout, parlons de mode de vie. Prenez quelques minutes pour réfléchir à votre mode de vie. Pensez-vous avoir un mode de vie actif avec beaucoup d'activités physiques? Êtes-vous celui ou celle qui préfère opter pour le vélo ou la marche pour aller au travail? Entraînez-vous vers midi ou le soir peut-être? Êtes-vous l'oiseau matinal qui aime se promener dehors? Réfléchissez. Ou bien, préférez-vous un café ou un dessert entre amis pour socialiser ou une marche? Aimez-vous manger au restaurant ou chez soi? Aimez-vous écouter la télévision? Si oui, un peu ou bien beaucoup? Il n'y a pas une réponse à ces questions et il n'y a pas de bonne réponse uniquement, mais comprenez que le tout forme votre mode de vie. Nos décisions et nos habitudes de vie nous impactent énormément. Il existe malheureusement assez couramment et assez facilement des mauvaises habitudes de vie, souvent référées en tant que sportifs de salon ou tout simplement comme des personnes sédentaires. Ça reste des personnes dont l'activité physique est réduite. De plus, lorsque nous restons confinés à l'intérieur de façon prolongée et répétée, cela augmente les chances de surconsommer des portions ou bien manger de la malbouffe, des aliments transformés, des sucreries, etc. Cela a également des conséquences, notamment avec la combinaison de diminution de l'activité physique et de l'augmentation de la consommation de la malbouffe, nous nous retrouvons avec une augmentation de personnes obèses dans la société. En 2009, une recherche démontrant la corrélation entre la sédentarité, l'obésité et le diabète a été effectuée aux États-Unis et les résultats sont étonnants. Ils ont remarqué que la tendance d'être plus sédentaire avait augmenté significativement. De plus, ils ont remarqué une augmentation des taux d'obésité allant jusqu'à plus de 20% de la population dans plus de 3/4 des États et avec certains États dépassant un taux égal ou supérieur à 30% de la population. Ceci étant dit, avec l'augmentation du sédentarisme et l'obésité, on peut également comprendre pourquoi les taux de diabète chez les adultes âgés plus de 20 ans ont augmenté. Et il ne faut surtout pas oublier que l'hyperglycémie augmente également les risques de complications cardiovasculaires. Je sais que certains vont se dire « Oui, mais cela est aux États-Unis, regardons le Canada. » Mais attention, attention, les Lavallois et Lavalloises. Si nous regardons la présence des facteurs de risque chez notre clientèle atteinte d'une condition neurologique ou plus spécifiquement d'un AVC, nous constatons qu'en 2017-2018, 84% de notre clientèle avait de l'hypertension avant leur AVC en tant que facteur de risque. De plus, 64% de la clientèle avait un taux de cholestérol malsain. 42% de notre clientèle était déjà atteinte du diabète. Je continue. 14% de notre clientèle avait un historique de tabagisme et 11% avaient un profil ou des critères qui correspondaient à de l'obésité. Pour ceux qui écoutent et qui ont fait un AVC et qui n'ont absolument rien de ces facteurs de risque, oui, c'est encore possible d'avoir fait un AVC pour d'autres raisons. Plus rares, mais possibles, sont les personnes en santé et des fois, les raisons derrière l'AVC ne sont pas toujours connues. Il y a beaucoup de recherches ces temps-ci aussi qui démontrent que le stress a un grand rôle et qui pourrait être considéré comme un facteur de risque. Maintenant, parlons d'une bonne santé ou une santé idéale. En quoi ça consiste? Alors, les facteurs favorables sont d'avoir un taux de cholestérol de 5,2,
une tension artérielle de 120/80, un taux de glucose de 5,6, ce qui signifie que vous n'avez pas de diabète, et de ne pas avoir de problème cardiaque ou au niveau des vaisseaux sanguins. Mais la grande question reste, comment peut-on y arriver? On doit tout d'abord prendre des bonnes décisions et adopter des bons comportements. C'est-à-dire, nous devons incorporer des comportements tels que ne pas fumer, avoir un poids de santé, faire de l'activité physique régulièrement et bien sûr, bien manger. Ah, ma question préférée de la présentation. Avec les facteurs de risque et favorables qu'on vient de voir et les différentes habitudes de vie, selon vous, quel pourcentage de la population est en bonne santé? Pensez-vous autour de 50%? Avez-vous plutôt pensé approximativement 25% de la population? 10? 5? Vous allez être complètement étonné. Je sais que pour moi, je suis toujours étonnée et malheureusement toujours déçue du chiffre. Eh oui, c'est 0,1%. Alors si vous avez pensé que c'était 50 ou bien 25, 10 ou 5, malheureusement, c'est beaucoup moins. Nous allons maintenant parler des avantages de l'activité physique en espérant de vous encourager à être plus actif et à augmenter ce chiffre qu'on vient de voir. Comment l'activité physique peut-elle m'aider? Alors, l'activité physique peut aider à diminuer la tension artérielle, à également diminuer notre taux de cholestérol qui peut être mal contrôlé, et ça peut nous aider à avoir un meilleur contrôle de notre poids. Il est important à noter que si vous avez des problèmes de tension artérielle, cholestérol, etc., et que vous suivez un plan de médicaments, l'activité physique ne remplace pas les médicaments. Il faut suivre votre dosage et le plan détaillé et conseillé par votre médecin. Par contre, intégrer l'exercice, même si vous suivez un plan de médicaments pour ces conditions de santé, peut vous aider avec la gestion de la condition et peut même jouer un rôle dans le dosage du médicament. Des fois, les adultes s'entraînent régulièrement et sont capables, avec la collaboration et l'autorisation de leur médecin bien sûr, de réduire ou changer le dosage de leurs médicaments. En surplus de réduire la probabilité de développer les conditions telles que la haute tension, le cholestérol, etc., l'activité physique peut aussi améliorer votre force, votre souplesse et votre coordination. De plus, ça peut aider à améliorer votre endurance, votre autonomie et bien sûr votre vie sociale et même votre confiance en soi. C'est très important de comprendre que l'activité physique a un impact positif sur l'ensemble de la personne. Il est important à noter que l'exercice ne peut vous garantir qu'il n'y aura pas de récidive, mais l'activité physique peut aider à diminuer de l'isolement, de vous aider à accomplir de nouveaux défis, de vous aider à mieux dormir, de vous attribuer une meilleure santé, d'augmenter votre capacité d'adaptation, d'améliorer votre santé mentale, d'améliorer également votre confiance en soi et finalement de diminuer des risques d'un AVC ou d'un deuxième AVC. Maintenant, je ne suis pas médecin, mais je ne connais aucune pilule qui peut vous offrir autant de bénéfices variés comme l'exercice et l'activité physique. Alors profitez-en. Par contre, je sais très bien que ce n'est pas toujours facile. Alors, parlons des obstacles et regardons ensemble les solutions pour pouvoir intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Alors, pour ce qui est des obstacles, nous constatons souvent que l'hiver en est un gros. Souvent, nos patients reportent
qu'avec des troubles d'équilibre, l'âge, les aides techniques ou même juste le froid, ce n'est pas plaisant pour se déplacer dehors. C'est vrai que quand il fait trop froid, c'est pas le fun. De plus, c'est possible que ça ne soit même plus sécuritaire pour vous. Par contre, durant l'hiver, il existe d'autres façons de s'entraîner. Évidemment, il y a tout qui est équipement plein air pour profiter sécuritairement des pistes extérieures. Mais vous pouvez aussi profiter de prendre des longues marches dans des centres commerciaux intérieurs. Par exemple, marcher le carrefour Laval au complet peut être tout un défi et peut se servir comme parcours d'entraînement. Si vous n'êtes pas en mesure de sortir ou si les centres commerciaux sont fermés, vous pouvez également faire des entraînements à domicile. Il existe plein de ressources électroniques et en ligne pour faciliter cela. Ça peut être des liens YouTube, des livres, des programmes à la télé, etc. pour vous inspirer à bouger. S'entraîner à la maison ne veut pas dire d'avoir toute une installation de gym non plus. D'ailleurs, il y a plein d'exercices sans équipement et il y en a plein d'autres qui demandent tout simplement un tapis yoga, des élastiques ou bien des petits haltères. Un deuxième obstacle qui est souvent reporté, c'est la peur de se faire juger des autres. Pour combler cela, on vous encourage de trouver des milieux d'entraînement qui vous inspirent et qui vous encouragent. Cela peut être dans des groupes avec des personnes ayant subi un AVC, tels que chez Aphasie Laval, ou tout simplement dans des groupes dans un gym dans votre communautaire. Ça peut aussi être avec des amis ou de la famille proche qui vous encouragent. Le prochain obstacle. Parlons de la fatigue ou la douleur. Après un AVC, c'est très possible que vous avez plus de fatigue ou moins d'énergie qu'auparavant, et cela est tout à fait normal après un AVC. Le cerveau a subi un grand coup et doit réapprendre à gérer le tout, incluant votre quotidien et toute autre activité que vous faites régulièrement. Pour y arriver, pensez à des programmes faits sur mesure ou individualisés. Pensez également à diviser vos tâches quotidiennes et intégrer des pauses afin d'y arriver avec un niveau d'énergie acceptable. Vous ne voulez pas vous entraîner et vous épuiser au point que vous ne pouvez pas vous brosser les dents le soir. Et dernièrement, pour ceux qui ont possiblement eu des séquelles à la parole ou à s'exprimer, telles qu'une aphasie, avec votre AVC, c'est possible que vous trouvez que c'est difficile de communiquer vos besoins ou vos goûts pour votre préférence d'activité physique. Si c'est le cas pour vous, je vous encourage d'utiliser les techniques ou les moyens fournis par votre orthophoniste. Cela peut inclure des cahiers de communication, des plateformes ou applications électroniques. De plus, vous pouvez toujours aborder le sujet avec votre équipe thérapeutique, que ce soit dans le volet interne ou externe en réadaptation, afin d'établir un programme d'activité physique qui est adapté à vous. Ensuite, nous avons le problème de transport. En effet, après un AVC, c'est possible que vous avez une mobilité réduite et que les déplacements soient difficiles. Par contre, sachez qu'il y a des options pour vous aider. Vous pouvez demander votre équipe de thérapeutes, si cela n'est pas déjà fait, de voir si vous êtes éligible pour le service de transport adapté à Laval. Ce service est offert à Laval pour ceux qui sont éligibles afin de faciliter les déplacements d'une place à l'autre dans le territoire de Laval. Pour ceux qui pensent prendre le transport en commun, le STL offre gratuitement le transport commun pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Et dernièrement, pensez à demander un coup de main de vos amis ou vos proches afin de vous aider dans la planification ou avec les déplacements. Maintenant, c'est bien de demander de l'aide, mais souvent, un autre obstacle qui est reporté, c'est que les patients ont l'impression d'être un fardeau de plus à la famille ou aux amis et ne veulent pas demander de l'aide ou ne veulent pas demander de l'aide supplémentaire à ce qu'ils ont déjà demandé. Ici, c'est vraiment du cas par cas. Ce qui est important est que vous discutez ouvertement avec vos amis et vos proches pour établir de l'aide équilibrée.
Favorisez votre autonomie lorsque possible, mais entre choisir de ne pas avoir d'activité physique dans votre quotidien ou demander de l'aide pour y en avoir, vous allez réaliser que c'est mieux pour vous et vos proches que vous demandez de l'aide pour l'intégrer, puisque cela vous amène des bénéfices à la fois physiques, mais aussi au niveau de la santé mentale. De plus, pourquoi pas transformer l'activité ou la période à un moment que les deux personnes peuvent intégrer l'activité physique? Ça, c'est gagnant. Le dernier obstacle, ce qui va souvent avec le transport, c'est les aides techniques, c'est-à-dire déplacer les marchettes, le fauteuil roulant, mais sachez que dans les moyens de transport, le transport adapté s'occupe des aides techniques et ça, ou bien ça peut être, intégré dans un coffre ou quoi que ce soit. Alors, je ne veux pas que cela vous limite dans votre décision de rester actif. Le plus grand défi, c'est peut-être de changer notre regard envers nous-mêmes. Il faut miser sur nos capacités actuelles plutôt que de regarder les difficultés. Après un AVC, c'est vrai que c'est un grand bouleversement, il y a beaucoup de changements, mais il faut apprendre à faire des choses autrement pour y arriver. Alors, comment me motiver? Pensez à faire des exercices en groupe. Choisir également des activités que vous aimez. Ça ne sert à rien de faire de l'entraînement avec quelque chose que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas le vélo, pensez pas à faire du vélo pour rester actif. Mais si vous aimez prendre des marches, profitez d'abord de cet exercice, de ce choix d'activité physique. Et dernièrement, intégrez vos activités physiques à votre routine. Quand vous avez une bonne routine avec des éléments d'activité physique, c'est plus facile à maintenir à long terme. Si vous n'êtes pas sûr si vous pouvez faire de l'activité physique, parlez-en à votre équipe thérapeutique ou bien à votre médecin pour avoir l'autorisation pour des entraînements, surtout si c'est des entraînements d'intensité modérée ou de haut niveau. Ensuite, vous pouvez faire une liste d'activités physiques que vous aimez et que vous gardez à votre portée. Cela facilite votre décision à quoi faire et à quel moment pour vous encourager à intégrer plus régulièrement l'activité physique. Ensuite, un autre élément qui aide dans notre plan d'action, c'est d'établir un objectif réaliste à atteindre. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui marche régulièrement et juste marcher votre logement, votre maison est difficile, pensez pas à aller magasiner, marcher pendant 3-4 heures de temps. C'est beaucoup trop irréaliste. Mais peut-être penser comme un objectif d'être capable de faire un tour du centre commercial ou de faire 3 tours de votre maison, c'est beaucoup plus réaliste temporairement. Et une fois que vous pouvez atteindre votre objectif, vous pouvez ensuite le modifier pour aller atteindre un objectif encore plus grand. Finalement, dans le plan d'action, vous pouvez choisir une activité qui vous fait plaisir. Alors, comme mentionné avant, c'est tout à fait normal et super important de choisir quelque chose qui vous plaît, parce que choisir quelque chose qui ne vous plaît pas, fort probablement, vous allez le délaisser et arrêter l'activité. Ici, nous avons des suggestions d'activités physiques, comme par exemple un club de marche, du jardinage, des exercices d'aérobie, que ce soit en piscine ou en salle, du tai chi, du yoga, et cela souvent, ça peut être sous forme de DVD, des liens YouTube, des cours en groupe. Il y a aussi marcher dans un centre commercial, le golf, même accompagner quelqu'un qui joue au golf. Marcher un terrain de golf, croyez-moi, c'est long et c'est du sport. Vous pouvez jouer au quai, vous pouvez intégrer un entraînement, que ce soit à la maison ou en salle, avec des poids légers. Il y a également aussi des activités en fauteuil roulant, telles que le yoga sur chaise, la danse assise, etc.
Maintenant, comment doser notre activité physique? Alors, c'est important, lorsque vous faites une activité physique, vous devriez pouvoir être capable de parler en même temps. On vise toujours un exercice modéré, c'est-à-dire vous devez avoir un peu chaud, mais pas d'être en train de crever sur le bord du vélo ou en marchant. Pour doser l'effort et l'intensité, nous utilisons souvent une échelle que vous avez peut-être vue dans vos thérapies ou vous pouvez en aborder avec vos thérapeutes ou bien le médecin. Alors, vous pouvez utiliser cette échelle de perception d'effort pour vous garder en tête que votre niveau d'exercice devrait être autour de 3 à 5, c'est-à-dire un exercice modéré. Vous êtes un peu épuisé, mais vous pouvez quand même avoir une conversation et vous n'êtes pas complètement au maximum de vos forces et de votre énergie. Alors, on ne veut pas se retrouver dans la zone rouge, c'est-à-dire le 6, 7, 8, 9 et 10, parce que cela, c'en est trop. Si ça arrive que vous êtes trop poussé, vous êtes surpassé et que vous ressentez des étourdissements, de l'essoufflement important ou une douleur à la poitrine et au bras, c'est très, très, très important d'arrêter immédiatement et même de consulter, que ce soit votre médecin ou en urgence s'il y a des signes vraiment critiques. Ça veut dire que vous avez dépassé votre intensité d'exercice recommandée ou suggérée et qu'il peut avoir une urgence médicale. Ici, nous avons un exemple d'un programme d'entraînement détaillé. Alors, on a deux volets. Le programme d'entraînement qui est fait à l'hôpital et ensuite un programme d'entraînement qui est fait au retour à la maison. C'est divisé par fréquence, intensité, durée, échauffement et le retour au calme. Alors, la fréquence, que ce soit durant votre séjour à l'hôpital ou bien au retour à la maison, c'est toujours 5 fois par semaine. Au niveau de l'échauffement, on recommande des exercices doux, que ce soit au lit ou bien debout, puis que l'échauffement dure 5 à 10 minutes. Si c'est votre premier programme d'entraînement, visez plutôt le 5 minutes et augmentez votre échauffement avec le temps. L'entraînement en tant que tel, c'est important, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de choisir une activité et un endroit qui vous plaise. L'intensité qu'on vise à l'hôpital, c'est moyenne à difficile, c'est-à-dire un 3 à 5 sur l'échelle de perception. Puis au retour à la maison et avec l'expérience d'un programme d'entraînement, on peut augmenter légèrement jusqu'à le 6 sur l'échelle de 10. Alors un peu difficile, mais pas plus. La durée, à l'hôpital, ça peut être 3 blocs de 5 minutes, alors pour un total de 15 minutes d'effort. Ensuite, à la maison, on peut augmenter jusqu'à 20 à 30 minutes d'exercice et d'entraînement. Okay? Assurez-vous également que vous terminez toujours votre entraînement avec un retour au calme, c'est-à-dire un 5 à 10 minutes où est-ce que vous continuez un peu d'activité physique, mais l'intensité a diminué. Et cela, c'est pour ralentir le rythme et votre rythme cardiaque plutôt dans l'activité physique. Ensuite, nous avons un petit moment cinéma pour vous. Mais par la suite, après quelques mois de réadaptation, le cerveau continue encore à refaire des connexions et donc la personne qui va continuer d'utiliser des stratégies, de s'exposer à des nouvelles situations, va en tirer bénéfice. Alors, je t'appelais pour qu'on jase un peu de la marche de la semaine prochaine. Moi, je me suis senti à Lucie Bruno comme c'était à la polyvalente. Tu as des amis, tu te ramasses à la cafétéria après pour aller prendre un café, jaser, avoir du fun un peu. Puis là, à un moment donné, un matin, on te dit, garde, c'est fini, on débloque, ton dossier est cassé, tu t'en vas chez vous, tu n'en as plus de rendez-vous, tu t'en vas plus nulle part à 9 h. Fait que qu'est-ce que je fais à 9 h le matin? Le fait qu'il soit sorti de l'institution, il y a des nouveaux objectifs qui apparaissent. J'appelle ça les objectifs de la vraie vie.
Et il faut qu'il soit sorti de la réadaptation active pour ça. Il faut qu'il soit trempé dans la vraie vie pour voir qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je suis capable avec les difficultés que j'ai. Et là, quelquefois, on les dépasse, ces difficultés-là. Ce matin, on va faire le tracé de la piste cyclable qui débute à l'est de Delormier, d'Iberville et qui se rend jusqu'à Christophe-Colomb. Comme la réadaptation, c'est toute la vie, la réadaptation s'adapte au stade d'évolution du patient. Et l'objectif ultime, c'est d'être capable avoir du plaisir, avoir des activités que l'on aime, retrouver les gens qu'on aime. Donc, l'objectif ultime de la réadaptation, c'est la qualité de la vie. Alors, bonne journée. Il fait beau, vous êtes bons, on est un gros groupe, alors on va partir. 3,7 km. L'Axon, c'est un groupe de loisirs après AVC. On a fondé ça parce que quand on a fini notre réadaptation, on a dit « t'as fini, tu t'en vas chez vous, il n'y a plus rien ». Alors nous, on s'est dit, je pense qu'il y a un intérêt pour continuer à faire des choses, de l'activité physique, avoir une espèce de réseau social. Le fait de recommencer des activités physiques, de recommencer des activités en société, c'est vraiment très important. C'est une stimulation cognitive et physique, c'est de la réadaptation. Et vous savez, les patients, il n'y a pas de limite. Nos patients se dépassent, chacun dans leur domaine. Et on est toujours surpris de voir quelle nouvelle activité ont fait nos patients. Actuellement, on a 2 activités principales. C'est la marche suivie d'un dîner de l'amitié le mardi et un cours de conditionnement physique le jeudi midi. Ça brise l'isolement, ça crée des liens. On est un groupe d'amis maintenant. Quand on ne peut pas venir pendant une semaine ou 2, on s'ennuie de ça. On s'en va, traverse, on s'en va, On c'est ça. traverse Parc-Laurier, puis on est rendu. C'est ça. OK. Au-delà du processus de réadaptation, bien entendu, il y a la famille qui prend une importance, qui peut nourrir la motivation de la personne, mais pas juste la famille, ça dépasse ce cadre-là. C'est important pour la personne de maintenir des liens en général avec des amis, avec sa communauté, de joindre à des groupes de soutien. Et ça peut apporter un gros oomph à la personne pour continuer à sentir partie prenante de la société. Un jour, l'Axon va aller chez vous préparer vos repas. Oui. Oh! On est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on réussit à dédramatiser. Donc, ça, parce qu'on connaît exactement ce que l'autre personne a eu. Et ça permet aussi des échanges à un niveau, je dirais, plus émotif quelquefois. Un simple coup d'œil suffit et on comprend ce que l'autre personne vit. Il n'y a pas de jugement, de performance, on n'est pas là. On est là pour être là. Hey, à votre santé, les amis. Oui. Oui, Chin, oui. chin. Ça on a 3,2. C'est démontré scientifiquement, Georges. L'exercice permet de mieux récupérer d'un AVC. Oui, on parle ici d'une méta-analyse qui a été publiée au mois d'octobre et qui comparait l'efficacité d'un programme d'exercice versus les médicaments qu'on donne couramment dans des cas comme ça pour aider à la récupération de conditions comme par exemple l'infarctus et l'AVC. Et les conclusions sont plutôt étonnantes. Ce qu'on dit, c'est que l'exercice est dans certains cas plus efficace même que les médicaments. Exactement. Dans le cas des infarctus, l'exercice est équivalent au traitement pharmacologique. Oui. Et pour la récupération et la prévention d'AVC, l'exercice est supérieur. Donc, ça demande beaucoup de motivation, ça demande une mobilisation de l'entourage. C'est pas évident. C'est vraiment tout un défi, là, tant sur le plan physique que le plan psychologique. Et il y a un facteur qui n'est pas à négliger, c'est que beaucoup de gens qui ont été victimes d'un AVC vont souffrir de dépression ou de troubles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. J'espère que cela vous a aidé à reconnaître les nombreux avantages d'activité physique et que vous avez plus de facilité et d'outils pour intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à demander votre équipe de réadaptation ou bien de consulter un professionnel de la santé à ce sujet. Merci et bonne continuité.